Je peux? Oui, bonjour. Cheikh Mar Kamara, Liberté Télévision. Alors, j'ai deux questions. Puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de turbulence significative enregistrée, est-ce qu'on peut écarter l'hypothèse d'accidents liés aux conditions météorologiques? Puisque le contrôleur avait déjà tous les plans et qu'il pouvait éviter toute zone de turbulence, est-ce qu'on peut écarter cette hypothèse? Deuxième question, puisqu'il y a dans un avion, quand le pilotage automatique est décroché, l'avion doit faire des alarmes, attirer l'attention du pilote pour qu'il puisse reprendre les commandes manuellement. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui comment les pilotes ont essayé de tenter de sauver l'avion? Voilà, c'est les deux questions. Concernant la météorologie, la diapositive qui présente le front intertropical présente la situation à l'instant. Et la conclusion de cette présentation, c'est de dire que c'est une situation normale et qui plus est, ce genre de situation et de nuages engendre en règle générale, du givrage et des turbulences sévères. Mais ce n'est pas parce que vous êtes à côté ou dans le nuage que vous rencontrez automatiquement ce genre de situation, c'est-à-dire le givrage ou la turbulence. Mais il est vrai que les énormes cumulonimbus que l'on rencontre en ce moment, vous le voyez de vous-même, l'orage, la grêle, effectivement c'est là, dans ce genre de nuages, qu'on rencontre ça. Toutefois, la conclusion de la météorologie qui dit on peut rencontrer givrage et turbulence, l'enregistreur de paramètres indique que dans toute cette phase où l'avion monte, atteint son altitude de croisière et commence pendant quelques minutes, donc après des évitements, pendant quelques minutes à accélérer et à rejoindre sa navigation, il n'y a pas de turbulence enregistrée. Donc dans cette phase de vol, l'équipage n'a pas rencontré de turbulence. L'enquête va continuer et nous allons approfondir la partie givrage. Pour le moment, on n'a rien qui puisse nous permettre d'affirmer ou d'infirmer le givrage ou pas dans ces phases de vol. Nous devons travailler de façon plus précise par tranche d'altitude par rapport aux températures rencontrées. Pour la deuxième partie du vol, qui était, si je ne me trompe pas, le pilote automatique. C'est ça, monsieur, hein? Pilotage manuel. En fait, les avions modernes, même s'il a été construit en 1996, en fait, sont équipés d'automatisme. Effectivement, le pilote automatique à bord des avions a en général 3 fonctions, qui est donc d'aider à la stabilité de l'avion lui-même, d'aider à guider, sous-entendu, on demande à un avion de partir du point A et aller vers le point B, et de surveillance, c'est-à-dire que par le biais de différents instruments et d'aiguilles, on va surveiller que l'avion fait bien ce qu'il y a à faire. Oui, les avions sont équipés d'alarmes, entre autres pour les vitesses, sauf qu'à l'instant, nous n'avons pas de paramètres enregistrés qui nous permettent d'affirmer qu'il y ait eu ou pas une alarme. Nous ne le savons pas par le biais de l'enregistreur de paramètres, ni par l'enregistreur de voix. Nous aurions pu entendre dans l'enregistreur de voix une quelconque alarme qui nous aurait permis de comprendre qu'à cet instant il y avait une situation, exemple lié à la vitesse, mais ça nous aurait permis de comprendre aussi la prise en compte de cette alarme par l'équipage ou pas. Mais oui, l'avion est équipé de différents systèmes d'alarme. À l'instant, nous n'avons pas encore analysé, c'était le mot employé par le président, nous n'avons pas encore analysé la logique des systèmes qui auraient pu alerter l'équipage d'une défaillance de quelque chose. À l'instant, oui, la vitesse est descendue très basse, de façon à ce qu'il y ait eu l'accident, la chute de l'avion. Donc tout ce qui est alarme, nous l'analyserons plus tard, dans quels critères elles auraient dû se déclencher et quelle aurait pu être à ce moment-là l'action de l'équipage, dans la mesure où ils prenaient en compte cette alarme. Alors. Une dernière question, s'il vous plaît. Oui. Alors.
Moi, c'est Bokoum Abdelmoumé du journal L'Observateur du Mali. Et moi, je crois entendre qu'à 1h45, le vol était entre 3 frontières. Pourquoi l'avion s'est-il écrasé à Gossi? Je ne sais pas, l'avion était à 1h45 à quel pays? Entre le Burkina, le Mali ou l'Algérie ou le Niger? Merci. Alors, concernant la route de l'avion, il s'avère que cette route amène l'avion à survoler presque les 3 frontières. Et à l'instant de l'événement, la chute a été rapide, verticale. Et pourquoi il est tombé à cet endroit? C'est uniquement lié, je vais employer un mot très malheureux, mais par le hasard de la panne qui a amené à ce moment-là la fin du vol à cet endroit. La chute est verticale, l'avion ne plane pas à l'issue d'une défaillance quelconque pour rejoindre un quelconque autre point que celui qu'il a atteint en tombant à la verticale. Si j'ai répondu à votre question, monsieur. Moi, on m'a dit de ne pas donner le micro. Moi, on m'a dit de ne pas les donner. Pas d'autre que ça. La suite, les axes de travail. Attendez, je vais vous faire. Laissez le PowerPoint. Il faut l'isoler. Mais vous avez raison. Dans la mesure où il y a eu défaillance sur le système, on pourrait envisager quelque chose d'autre derrière. Vous avez raison. Toutefois, je vous demande d'entendre qu'il se peut que ce soit vraiment une défaillance unique et qui, à l'instant, n'a pas de lien avec une perte de vitesse ou une poussée d'un moteur. Mais vous avez raison, monsieur, il y a une défaillance sur le CVR. Bonjour, Baba Ahmed de l'agence de presse américaine Associated Press. Ma question, c'est à cette étape de l'enquête, est-ce qu'on peut exclure la piste terroriste dans ces crashs-là? Et quelle est la piste à privilégier en ce moment? Merci beaucoup. Alors, vous parlez, monsieur, d'une possibilité ou pas d'un acte terroriste. Actuellement, fort des données dont dispose la Commission, à travers les écoutes des communications entre les centres de contrôle, de l'écoute des messages radio de l'avion, de ce qui aurait pu être entendu par d'autres avions, d'autres centres de contrôle, par les paramètres de vol que l'on connaît aujourd'hui, rien ne nous permet tant d'affirmer que d'infirmer qu'il y ait eu quelconque acte terroriste. C'est un avion qui vole à une altitude de transit, la vitesse ralentit, les moteurs en défluctuation, l'avion tombe. Nous n'avons aucun élément pour privilégier, ou encore une fois, ou pas, le mot terroriste que vous avez employé, que je comprends. Surtout que l'avion est revenu entier au sol. C'est-à-dire l'avion, quand il s'écrasait, il était entier. Aujourd'hui, il n'y a pas de piste privilégiée. Nous observons effectivement qu'il y a une équation entre des moteurs qui délivrent une certaine puissance et une vitesse qui diminue. Nous avons besoin aujourd'hui, sans parler de pistes privilégiées, de connaître les performances de l'avion aux différentes altitudes, aux différentes masses, aux différentes températures. Lorsque l'on aura compris cette enveloppe de vol, on tendra à travers les réflexions de connaître le comportement à ce moment-là des moteurs, mais tant on ira chercher le comportement de l'avion que des moteurs, ils nous apporteront de comprendre les réactions possibles des équipages, de l'équipage, face à cette situation de l'instant. Parce qu'encore une fois, malheureusement, le CVR ne nous permet pas de dire s'il y a eu compréhension d'un événement par l'équipage, puis action corrective ou pas derrière un quelconque événement. À l'instant, on ne le sait pas. Donc privilégié, je vous réponds non, on va regarder tant les performances de l'avion que la culture à interpréter et apparaît à toute évidence d'une défaillance dans l'avion.
Donc, pour les victimes, est-ce que je peux demander aux représentants de l'enquête judiciaire de dire un mot à l'assistance parce que je n'ai pas beaucoup les réponses aux questions qui concernent les victimes. Capitaine Yert. Je vous invite à conclure. Il faut conclure. Par rapport à quoi? Par rapport aux victimes? Parce que celle qui a posé la question, le micro. c'est là. Ok. Bonjour à tout le monde. C'est quel micro qui marche? Je sais pas, non, parle à côté de moi. Parle à côté. Attends, je me là, tu parles. J'étais un micro. Le micro 2. Voilà, bonjour à tout le monde. Encore une fois, toutes mes condoléances aux parents des victimes, ceux qui sont venus du Burkina, de l'Algérie, tout, que leur âme repose en paix. Et à la date d'aujourd'hui, l'État malien, l'État français, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que les assurances s'occupent des parents des victimes au moment opportun. Et je sais qu'il y a un boulot qui est en train d'être fait. L'État malien m'a envoyé à Londres où je me suis entretenu avec les assurances. Au moment opportun, les voies les plus appropriées seront utilisées pour vous lancer le message. Et encore une fois, toutes mes condoléances, que leur âme repose en paix, que Dieu nous assiste tous. Merci. Il y a effectivement, il y a des restes. Et les restes, on est en train de les identifier. Mais je ne suis pas, c'est ce que je vous ai dit, que je m'occupe de l'enquête technique et je ne suis pas de l'enquête judiciaire. Donc, monsieur le ministre de la Justice, pour répondre à votre question. Je prends le micro pour vous. Je prends le micro. Merci. Je voudrais m'associer à l'hommage qui a été rendu aux victimes. Dès le départ, notre souci, évidemment, c'est de permettre aux familles de faire leur deuil. Nous savons pertinemment qu'il ne s'agit pas d'une question de compensation financière. Mon ami Maître Alidou Edraogo le sait bien que dans ce genre de circonstances, ce qui importe, c'est d'essayer de rendre aux familles tout ce qui peut leur être rendu, tant par rapport aux objets d'identification que par rapport aux restes. Ces restes, une partie a été envoyée aux fins d'identification. Et vous comprendrez ce souci parce que il y a autant de familles que de victimes. Et un grand soin est pris pour que cette identification ait lieu. Nous avons remis aux enquêteurs pouvant procéder à cette opération de médecine légale les restes
qui ont été envoyés en France. Et une partie est conservée ici en attendant de pouvoir également travailler et l'examiner aux fins d'identification. Dans une telle procédure, l'identification est capitale. On ne peut remettre de reste à une famille que lorsqu'on est sûr qu'il s'agit du membre de la famille qui a pris ses vols et qui malheureusement a disparu. Nous voulons donc que les victimes comprennent le souci de l'ensemble des pays impliqués dans la gestion des suites et des conséquences de cet accident, ce souci de leur apporter, autant que faire se peut, tous les éléments de réponse aux questions que les familles peuvent se poser. Nous y veillerons et nous ne manquerons pas de le faire savoir. C'est notre intérêt de le leur dire et nous n'avons aucun autre intérêt de leur cacher quelque vérité que ce soit. Il s'agit d'un accident et chaque fois que des éléments permettront d'apporter les réponses qui puissent soulager leur souffrance, croyez-nous bien, nous le ferons et ce serait notre façon de contribuer à porter le deuil avec eux, avec elles. Je vous remercie, mesdames, messieurs. Donc, pour ma part, moi, je vais vous dire que nous, en tant que président de la commission, on va mettre toutes les diligences nécessaires pour que, même si c'est au fur et à mesure, vous ayez les informations et les analyses que nous aurons faites pour pouvoir mettre en lumière les conditions de cet accident. Je vous remercie. Merci d'être tous venus. Voilà, cette fois-ci, vous le voyez, eh bien, la restitution de la commission d'enquête se termine. Derrière moi, elle a duré un peu plus d'1h30. Beaucoup de